Il n'y a que 3 animés appartenant au top 20 des animés les plus populaires qui ne dérivent pas d'un manga ou d'un light novel ultra connu. Le premier c'est Steins Gate, il est considéré comme un chef-d'œuvre et pour la majorité des gens qui ont terminé l'animé, c'est l'un des meilleurs animés qu'ils ont vu de toute leur vie. En deuxième, on a Your Name et Your Name c'est un phénomène qu'on verra probablement qu'une seule fois dans notre vie. Le film est actuellement le 3e film d'animation ayant fait le plus d'entrées de l'histoire du Japon, derrière Le Voyage de Chihiro qui est parti chercher un Oscar, et Le Train de l'Infini qui est l'adaptation du manga qui va être le manga le plus vendu de tous les temps sur une seule année, et le tout avec 3 fois moins de budget qu'eux. Et le 3e, c'est l'animé qui va nous intéresser aujourd'hui, No Game No Life. Peut-être que vous vous dites qu'il y a un animé qui a réussi à se frayer une place parmi tous ces mastodontes sans être l'adaptation d'un manga ultra connu ou d'un light novel ultra vendu, bah c'est automatiquement un classique. Mais c'est un petit peu plus compliqué que ça. No Game No Life, c'est un animé qui se traîne une réputation catastrophique. Entre un fanservice abusé de ouf à la limite de la nudité et de la sexualisation de personnages mineurs, et bah on est sur un animé que beaucoup n'assument même pas d'avoir apprécié et qu'encore moins de personnes conseillent à des nouveaux spectateurs d'animé. Et très honnêtement, je trouve que c'est totalement mérité, y a pas de problème. Encore aujourd'hui, je comprends pas comment des darons japonais ont pu se lever le matin en se disant qu'ils allaient aller dessiner ça au travail. Mais enfin bref. Le but de la vidéo d'aujourd'hui, c'est de voir si cet animé aurait pu être un classique sans tous ses problèmes. Et pour ce faire, on va utiliser ce que j'appelle les 4 capitaux du classique. Le premier capital, c'est le capital respect. Tu sais, c'est ces animés où ton pote il va te dire « Bon, en vrai, cet animé, je sais que c'est un animé de ouf, mais je sais pas pourquoi, j'accroche pas. » Au lieu de te dire, comme il dirait pour n'importe quel animé, que l'animé est claqué au sol. C'est des animés qui ont une aura autour d'eux. Un truc qui fait que tu peux pas les juger de la même manière que n'importe quel autre animé. Et évidemment, c'est le critère que No Game No Life ne coche pas. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo d'ailleurs, c'est pour voir si cet animé coche au moins les 3 autres cases qui sont le scénario, les graphismes et les personnages. Et on va tout de suite commencer par parler du scénario. Alors déjà on est sur un isekai et pour moi il y a plusieurs points importants sur lesquels tu peux pas te louper quand tu veux faire un bon isekai. Déjà il faut que la téléportation dans l'autre monde soit plausible, qu'on y croit. Et si possible qu'elle soit un petit peu originale. Donc le fait de se téléporter en sortant de la supérette ou en ouvrant un livre, ça veut pas nécessairement dire que l'animé va pas être bon, pas du tout, mais à minima qu'on peut pas croire à 1000% à ton histoire, tu vois. Et pour les délires de réincarnation, oui ok d'accord ça peut marcher, mais étant donné que ça a déjà été fait 150 000 fois, au bout d'un moment ça marche plus trop. Et deuxièmement, il te faut des risques et des enjeux pour tes personnages, sinon on va pas du tout se sentir impliqué. Si on sait que quoi qu'il arrive, il leur arrivera jamais rien, bah ça peut pas marcher. Et les 2 points que je viens de citer, No Game No Life va juste leur chier dans le cou. Les 2 personnages principaux sont téléportés de manière turbo-random par un dieu inconnu au bataillon après avoir reçu un mail et l'avoir vaincu aux échecs. Donc je sais pas vous, mais moi j'ai un petit peu du mal à y croire. Et je trouve que c'est même encore pire au niveau des risques et des enjeux créés pour les personnages, parce qu'on dirait qu'ils ont tout fait pour qu'il n'y en ait pas. Sora et Shiro, les 2 personnages principaux, nous sont présentés comme extrêmement intelligents et giga cheatés au jeu. Et ils sont téléportés dans un monde où la violence est interdite et où tout se règle par les jeux. Ajoutez à ça que les antagonistes sont systématiquement décrédibilisés avant chaque combat, et hop, on arrive à un truc où je peux pas croire une seule seconde qu'ils pourraient perdre en fait. Et surtout, quand bien même ils perdraient, je sais même pas ce qui va leur arriver. Parce qu'à chaque fois, c'est si on perd, on devient ta chose, on devient ton esclave. Mais c'est claqué, on sait très bien que ça arrivera jamais, ce serait hyper nul. Il y a que à la fin que je trouve qu'ils parient un truc vraiment très intéressant, ils parient la liberté fondamentale de tout leur peuple. C'est-à-dire que s'ils perdent, tous les humains deviendront des animaux. Et ça, clairement, c'était pas mal, mais je pense qu'ils auraient pu appuyer le fait qu'ils tenaient vraiment à leur peuple. Parce que là, j'exagère peut-être un petit peu, mais j'avais l'impression qu'ils en avaient pas grand chose à faire et qu'ils voulaient surtout montrer que eux deux pouvaient gagner contre les autres races. Et donc là, on peut déjà dire que la tension dans cet animé est presque annihilée. Pourquoi je dis presque ? Parce que dans le premier combat, le combat contre Kurami, j'ai réussi à ressentir une vraie tension. C'est probablement le meilleur combat de la série, on a un vrai développement des personnages où on a vraiment 2 visions différentes d'un même sujet, et on a de la tension quand on voit Shiro complètement perdre ses moyens face à Kurami. Sans l'intervention de Sora, elle aurait perdu. Et donc on commence à voir des petites failles dans leur système, on commence à se dire que peut-être que si l'ennemi arrive à les séparer ou autre, ça pourrait peut-être passer. Sauf que c'est la seule et la dernière fois de la série que ça va arriver. Enfin, va bien y avoir une autre séparation, mais ça intervient vraiment pas dans le même contexte, mais cet épisode était vraiment cool aussi. Le deuxième duel, celui contre Jibril, est complètement claqué au sol, déjà parce que l'ennemi a été rendu clownesque juste avant le combat, et qu'en vrai quand tu le regardes bien c'était juste un prétexte pour faire un bitch épisode de merde. Le dernier c'est un 4v1 dans un jeu vidéo qui est le domaine de prédilection de Sora et Shiro contre une gamine de 9 ans.
Comment je suis censé me dire qu'ils pourraient peut-être perdre? Alors que dans le premier épisode, on les a vus gagner dans un jeu un petit peu similaire, même si un petit peu différent, en 2 versus 1200 contre des mecs qui cheatent. Un autre point qui a pu me gêner un petit peu durant mon visionnage, c'est le cruel manque d'objectifs pour les personnages principaux. C'est-à-dire qu'ils arrivent dans ce nouveau monde et déjà ils savent pas ce qu'ils doivent faire. Ils deviennent les rois de leur peuple, mais la suite c'est quoi? Eh ben ils veulent conquérir de nouveaux territoires, mais pourquoi? Eh ben parce qu'ils aiment bien les filles de ce pays. Vraiment la raison de base pour laquelle ils veulent conquérir l'Union de l'Est, c'est parce qu'ils aiment bien les filles avec des oreilles de chat. Ou d'animaux en tout genre, je sais pas. Mais c'est quoi cette raison de Golemont en fait? Alors après, ils se rattrapent, non en fait c'était pour les nouvelles technologies et pour avoir des ressources que seule l'Union de l'Est a. Mais moi j'ai pas oublié que ça ils l'apprennent une fois qu'ils sont là-bas chez eux pour leur déclarer la guerre et pas avant. De base, la seule et unique raison pour laquelle ils veulent leur déclarer la guerre, c'est parce qu'ils aiment bien les filles qui sont là-bas. Et après cet arc, voilà, ils règlent un petit peu le problème, ils nous donnent un vrai objectif final. En fait, ils nous teasent même la fin de l'œuvre en nous disant vers où ça veut aller jusqu'au bout. Alors ça, c'est un truc qui est super, sauf que ça intervient à l'épisode 12 et qu'il n'y a pas de saison 2 en fait. Et donc clairement, on voit que l'objectif derrière ça, c'était d'aller nous faire acheter les light novels. Et ça, clairement, il n'y a pas de mal à ça, c'est un petit peu le but d'une adaptation animée de promouvoir l'œuvre qu'elle adapte. Mais on va en reparler un petit peu plus tard. Pour conclure, le scénario n'est pas mauvais. Là, j'ai surtout relevé les points négatifs, parce que je trouve quand même qu'il y en a pas mal, mais c'était plutôt cool à suivre. Il n'y a pas eu d'énormes fautes scénaristiques. Et puis, il y a des plans qui sont vraiment cool, comme le piège tendu par Sora à l'Union de l'Est pour les forcer à les affronter. Et la bataille contre Kurami, qui était aussi une bataille un petit peu politique, un petit peu idéologique, était vraiment bien vue. Mais clairement, on peut pas lui mettre une note de fou au scénario, tu vois. Mais c'est pas très grave parce que ça peut se compenser par les autres points. Et le point le plus important, celui avec le plus gros coef, arrive maintenant. Les graphismes. Et avant de parler des graphismes, j'aimerais parler d'un point tout aussi important. Un point très lié au sujet de la vidéo, le pourquoi il y a autant de fanservice dans No Game No Life. Parce que clairement c'est lié au graphisme. C'est le studio qui décide de comment c'est amené, de comment c'est fait, de comment c'est dessiné, avec quelle caméra on le fait. Et donc on pourrait facilement se dire que le fait qu'il y ait autant de fanservice vient de la réalisation aussi. Mais pour moi ça vient pas de là et je vais dire pourquoi. Juste après No Game No Life, on a l'animé Hana Yamata qui est sorti. Un animé pas forcément très bon, avec une animation très moyenne, mais avec une photographie et une mise en scène vraiment à la hauteur qui fait que c'était vraiment regardable. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est exactement la même équipe qui a fait les deux animés. La réalisation, les directeurs d'épisodes, tout était pareil sauf les animateurs. Et c'est ce qui peut expliquer le gap de qualité d'animation entre les deux œuvres qui ont été pourtant faites en même temps par les mêmes équipes. Mais pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce que le casting de Hana Yamata est composé quasiment exclusivement de filles, plus précisément des lycéennes ou des collégiennes, je sais plus, je l'ai pas vraiment regardé en entier, et dedans il n'y a pas ou quasiment pas de fanservice. Il y a fort à parier que si c'était vraiment la réalisatrice qui avait pris la décision de mettre autant de fanservice dans No Game No Life, et qu'elle aimait faire ça, elle l'aurait également fait dans Hana Yamata. C'est une évidence, surtout que Hana Yamata traite de sujets plus matures a priori. Il se serait vraiment pas privé pour le faire. Et pourtant, ça n'a pas été fait. Et donc, qu'est-ce qui est au-dessus du réalisateur et qui peut le forcer à rajouter énormément de fanservice, voire de la sexualisation de mineurs? Eh ben, le comité de production. Et plus particulièrement le directeur de ce comité. Et donc l'entreprise qui a mis le plus d'argent dans cet animé. C'est elle qui fournit un cahier des charges à suivre au studio et qui peut donner des indications comme rajouter du fanservice. Et qui dirigeait ce comité de production, alors on peut pas vraiment savoir à 100%, mais bien souvent c'est la première entreprise qui apparaît dans l'opening. Et là, comme on peut le voir, il s'agit de Kadokawa. Kadokawa qui est la société qui possède l'autre société Media Factory, qui est la maison d'édition du light novel de No Game No Life. Donc il est très facile de se dire que Kadokawa a un petit peu foutu la pression à Madhouse pour qu'il rajoute énormément de fanservice et d'autres trucs pas très jojo. Tout ça juste pour pouvoir un petit peu dédouaner Madhouse de ce qui s'est passé en fait. Parce que là maintenant dans la partie graphisme, on va juste s'asseoir et applaudir. Alors forcément c'est une section qui se découpe en plusieurs parties. Les chara-design, la mise en scène, la photographie et puis aussi et surtout l'animation. Et bah pour les chara-design je les trouve vraiment tous plutôt réussis. Ils sont un petit peu tous dans le même style, on voit qu'ils appartiennent tous au même monde. C'est vraiment carré dans l'axe. En plus ils ont utilisé une technique qui va pas forcément être beaucoup reprise par la suite, j'ai l'impression, mais qui était plutôt novatrice et qui permettait à son animé de se démarquer directement des autres, c'est qu'il y avait des ancrages colorés.
Et ça déjà de une, comme je l'ai dit, ça permet de te démarquer des autres et en plus ça permet de rendre ton monde encore plus coloré qu'il ne l'était. Et pour un animé comme No Game No Life qui se fait sur les jeux, sur la festivité, on est sur quelque chose de vraiment parfait. En ce qui concerne la mise en scène, je suis pas réalisateur, je suis pas cinéaste, en fait j'ai même pas vu énormément de films dans ma vie, donc ce serait giga cringe que je commence à faire mon Luc Besson, mais si c'est ce que dit Google, c'est-à-dire les jeux d'acteurs, les décors, les mouvements de caméra et les choix de plans, bah clairement on est juste sur une masterclass en fait. La photographie aussi est magistrale en fait dans cet animé. À chaque épisode, il y a 10 moments où tu peux mettre sur pause et juste savourer en fait. En ce qui concerne l'animation, on pourrait croire qu'elle a été délaissée puisque tout le reste a été vraiment maxé. Vraiment, on a bien accentué sur la direction artistique, on a bien accentué sur les décors, mais bordel, on a d'excellents moments d'animation aussi. On a du Sakuga. Alors je suis pas en train de dire que on est sur l'animé le mieux animé de la dernière décennie, mais bordel, c'est bien animé, vraiment. Tout est bien animé. Et dans les moments d'action, notamment dans le dernier arc où on a besoin que ça bouge un peu plus, ils ont su être à la hauteur. Et en plus, le mouvement se mariait parfaitement avec la direction artistique. Honnêtement, en fait, sur la partie graphique, j'ai pas grand chose à dire. Je pourrais juste parler 10 minutes pour vanter le truc, mais je conclurai toujours de la même manière. Donc autant qu'on conclut maintenant, c'était parfait. On va toujours pouvoir trouver des catégories où d'autres animés ont fait mieux que lui, mais clairement, sur la globalité, sur la moyenne générale, on est vraiment sur une singerie. Cet animé est sublime, il sort du lot, il ramène des idées un petit peu nouvelles. Non, on est vraiment sur un 10 sur 10, graphiquement en tout cas. Parce que là, on va rentrer sur le sujet qui fâche, les personnages. Et je vais commencer par Sora, c'est le meilleur personnage de la série, c'est le personnage le plus développé. Il est cool, il a du flow, il a une petite évolution de sa façon de penser à un moment de l'animé, et sa relation avec sa sœur est plutôt pas mal. Même si bon, il y a peut-être des petits trucs dérangeants parfois, mais en vrai, ça va. Mec, il a pas... Au niveau de sa sœur, par contre, on est sur un personnage qui est beaucoup moins développé, donc du coup c'est un petit peu moins cool, mais je peux pas en vouloir à un animé de 12 épisodes qui adapte à peine 3 tomes d'un light novel, de pas archi développer tous les personnages en fait. Surtout que je suis sûr que le personnage sera développé par la suite. Et puis il y a eu quelques passages de développement assez intéressants comme dans le duel contre Kurami, ou encore dans l'épisode où son frère disparaît et qu'elle se retrouve toute seule. Donc pareil, bon personnage, je suis sûr qu'il y a des choses à faire par la suite. Kurami, pareil, bon personnage, le meilleur antagoniste de cette saison, peut-être même plus une rivale des héros qu'une antagoniste, puisqu'elle a le même objectif que les héros, mais juste une façon de penser qui est complètement opposée à eux, et comme je l'ai déjà dit, c'était vraiment très cool. Maintenant, que dire de Stéphanie, ce vieux personnage tout pété là? Et bah déjà c'est un personnage extrêmement peu développé. Entre la Stéphanie du premier épisode et la Stéphanie du dernier épisode, honnêtement, il n'y a aucune putain de différence. Le personnage est complètement débile, les personnages principaux font que de se moquer d'elle en permanence et de la mettre dans des positions pour créer du fanservice, parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu le seul rôle que les scénaristes ont décidé de lui donner dans l'animé. Elle a un background pas trop mal avec son grand-père, mais j'ai l'impression que son grand-père est plus intéressant qu'elle, honnêtement, alors qu'il est mort. Et aussi, elle fait que de chialer, mais bon, ça à la limite, bon, elle fait ce qu'elle veut. Et les scénaristes ont utilisé une stratégie que je trouve un petit peu dégueulasse pour nous faire croire qu'elle sert à quelque chose. Il y a deux choses. Déjà, elle donne une clé à Sora à un moment pour qu'il retrouve un truc, et à la fin du dernier arc, c'est elle qui donne le coup final. Ça vous rappelle rien? Si je vous dis personnage féminin claqué au sol qui sert à rien et qui fait que de pleurer mais à qui on donne une petite utilité à la fin pour donner le coup final, pour faire semblant que c'est un bon personnage et qu'il a servi à quelque chose, exactement, c'est le syndrome Sakura. Et c'est pour toutes ces raisons que je trouve que Stéphanie est un mauvais personnage. Et le dernier que je développerai dans cette vidéo, c'est pour moi le plus gros gâchis de la série. C'est Djibril. Djibril était annoncé vraiment comme l'ange du chaos, l'ange de la destruction, l'antagoniste de la série. Elle avait un chara design parfait pour, des pouvoirs complètement cheatés, et une entrée en scène magistrale dans l'animé. Mais il a fallu que tout soit gâché par un gag et qu'on la rende vraiment débile, clownesque et qu'elle ne serve plus à rien, du moins pas dans la mesure que ça aurait dû être, jusqu'à la fin de la saison, et même probablement jusqu'à la fin de la série. Je suis tellement déçu. Putain, on passe de ça, de cette entrée en scène là, à ça. Pour en plus qu'elle nous offre le pire jeu et le pire épisode, un bitch épisode, où il y a le plus de fanservice de la série, c'est dire.
Donc non, pour les personnages, encore une fois, je peux pas valider en fait. Tout comme le scénario, c'est pas horrible parce qu'on a franchement 2-3 personnages qui sont plutôt pas mal, mais on peut pas passer outre que, à part 3 personnages, tout le reste du casting principal est terrifiant. Et j'ai pas parlé d'Izuna, parce que Izuna, pareil, pas trop développé. Il y a un truc assez sympa avec le fait qu'elle a toute la pression de son pays sur ses épaules alors qu'elle a à peine 9 ans, mais c'est un truc qui est pas du tout développé. Et la vraie raison de pourquoi elle a 9 ans, on la connaît. En vrai, c'est pas pour dire qu'une enfant porte sur ses épaules tout un pays, parce que sinon ça aurait été beaucoup plus développé que ça. Non, c'était juste pour faire encore du fanservice sur des lolis comme ils l'ont fait avec Shiro. Mais encore une fois, ce personnage-là, il est pas horrible comme les deux autres là. Juste, comme d'habitude, ça aurait pu être vraiment mieux fait. Et c'est ça le problème en vrai du scénario et des personnages. C'est que contrairement aux graphismes qui ont été léchés, peaufinés jusqu'au bout, jusqu'à atteindre un truc quasi parfait, au niveau des personnages et du scénario, on a un truc très mid. Ils se sont contentés d'avoir des trucs qui tiennent la route et ensuite ils ont envoyé. Et je veux bien qu'on me dise que tout ça, ça vient du light novel et qu'en vrai ils se contentent d'adapter. Mais oui, ils se contentent d'adapter. Mais ils ont des scénaristes pour faire l'adaptation. Ils ont le droit de changer quelques trucs s'ils estiment que c'est nécessaire. Ils peuvent prendre quelques libertés aussi. C'est une adaptation, pas une retranscription. Donc ça c'est vrai pour les graphismes, où ils doivent aller plus loin que le matériel de base. Mais c'est aussi vrai parfois pour le scénario, où ils peuvent se réapproprier certaines choses et les améliorer. Si on a des scénaristes dans chaque studio, c'est pas pour rien. Pour conclure cette vidéo, même si je m'y attendais un petit peu, non, même s'il n'y avait pas eu tous ces problèmes, No Game No Life n'aurait pas été considéré comme un classique. Même si graphiquement c'est un bijou, qu'on a une direction artistique qui est magistrale, un style avant-gardiste et une animation vraiment à la hauteur de ce qui se faisait de mieux dans toute la dernière décennie, et bah ça peut pas compenser un scénario moyen et des personnages moyens aussi. Pour le coup, je pense qu'on peut dire qu'on est sur un très bon animé, mais on peut même pas dire que c'est un excellent animé pour moi. Donc parler d'un classique serait clairement disproportionné. Par contre, je pense que graphiquement, on est vraiment sur ce qui se rapproche d'un classique, comme je l'ai dit. C'est clairement un animé qui doit être étudié par les animateurs jeunes et les nouveaux réalisateurs pour qu'ils trouvent de l'inspi et qu'ils se rendent compte de c'est quoi une vraie DA travaillée. Je me répète, mais le niveau déployé pour ce que c'est est vraiment stratosphérique. Merci Madhouse. Bon, je remercie les 3-4 personnes qui auront tenu jusqu'au bout de la vidéo. Si vous avez kiffé, je vous laisse mettre un pouce bleu et vous abonner, et puis on se dit à la prochaine.